Vous savez les amis, la chaîne a pris beaucoup d'importance pour moi, aussi bien dans ma vie que dans ma carrière maintenant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'ai passé une partie de l'après-midi avec quelqu'un qui vous manque beaucoup et qui va peut-être me manquer aussi également. French Wrestling Beast, Guillaume Lepers. On s'est vu en moyenne, allez, peut-être une fois par semaine cet été. C'était fun, bah, il était en vacances de ses études de droit. Et on se voyait tout simplement pour commenter des shows Tigers Pro Wrestling et d'autres shows d'autres compagnies, mais qui seront sur TPW Premium. Et hier, donc, c'était le dernier show qu'on commentait avant qu'il reprenne les cours. Et apparemment, donc, d'après ses propres dires, je ne vais pas le revoir avant 3 ou 4 ans. Ouh, j'ai failli choper une crampe. Ouh là là. C'est ça de s'entraîner le matin. Maintenant, je m'entraîne à jeun, comme vous le voyez dans mes stories Instagram. Ouh là, et franchement, c'est énorme. Un niveau énergie. Ouh, yeah. Oh oui, oh oui. Mais par contre, après le reste de la journée, vous avez qu'une envie, c'est d'aller faire dodo. Mais on va pas faire dodo parce que c'est les hashtags TLR Review d'AEW Dynamite. Mais avant d'y passer, je termine mon histoire sur Beast. Et donc, en fait, avec Beast, c'est venu tout seul. On s'est mis, enfin, moi, je lui ai posé des questions sur sa chaîne à l'époque. Et comment il avait lancé, pourquoi. Parce qu'on n'avait jamais vraiment parlé de ça, en fait. Je savais que la première fois qu'on s'est vu, c'était en juin 2017, il me semble. Oui. Confirme, Beast, si tu regardes la vidéo, comme tu as regardé la vidéo, la review de Raw. Et donc, en juin 2017, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait une chaîne YouTube déjà à l'époque, ou qu'il allait la lancer. Bah, bref, dans tous les cas, on a discuté de sa chaîne YouTube, comment il l'a lancé, comment il a évolué, etc. Parce que, à mes yeux, j'ai à apprendre de Beast sur le YouTube du catch. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça aussi, vous savez, un conseil que je vous donne à tous ceux qui ont de l'ambition dans la vie, inspirez-vous des meilleurs et inspirez-vous des gens qui ont fait ce que vous voulez faire. C'est comme ça que j'ai toujours raisonné pour ma carrière de catch, et c'est aussi comme ça que je raisonne, bien évidemment, donc pour YouTube et pour la muscu, etc. Donc tout ça pour dire. Donc on en a parlé, et donc Beast, lui, me disait que sa chaîne lui avait beaucoup apporté, notamment dans une période assez, on va dire, down de sa vie, sombre, où ça allait pas très bien, et que sa chaîne, ben, en fait, il mettait toute son énergie dedans. D'ailleurs, apparemment, il en parlait avec sa communauté, il se confiait. Et j'ai trouvé ça à la fois très intéressant, très touchant, et je me suis dit, enfin, j'ai essayé de comparer ça à moi. Parce que donc, comme je vous disais en début de vidéo, la chaîne est devenue une partie importante de ma vie, tout simplement, disons-le, même pas juste de carrière, parce que j'y passe quand même beaucoup de temps. Et les retours sont super, donc encore une fois, merci. Et moi, j'essaie de trouver la place de ma chaîne, de ma chaîne YouTube. J'en ai deux, mais celle-là, principalement, c'est la plus active. J'essaie de trouver la place donc de cette chaîne dans ma vie, et surtout sentimentalement, émotionnellement, énergétiquement, temporellement. Et en fait, j'en arrive à la conclusion que ce que j'aime beaucoup, donc déjà, primo, c'est la positivité. La positivité de la plupart des gens qui regardent. Ça, c'est top. C'est top parce que, vous savez, quand on a la carrière que j'ai, il y a toujours cette rupture, c'est pas cette rupture, mais cette frontière très prononcée entre fan et worker, catcher. Bah pour moi, je l'ai toujours entretenu. Et je l'entretiens toujours. Attendez, il n'y a personne qui n'a rien à foutre dans un vestiaire de catch qui met les pieds dans un vestiaire de catch. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, grâce à ce média qui est YouTube et cette connexion que j'ai avec Internet depuis très longtemps, je suis en train, énergétiquement, je trouve, de changer ma vision de beaucoup de choses. Et donc, notamment, mon rapport avec les fans. Parce que certains, vous me faites rêver. Vous m'envoyez des pavés, mais qui sont super bien écrits. On voit que vous êtes plus que des fans. Vous n'êtes pas juste là à dire « Ouais, lui, il est bien, lui, il est nul. La Rufa, ferme ta gueule si tu l'aimes pas. » Tu vois, ça, c'est je zappe direct. Tu sais, maintenant, je ris. Maintenant, je me fous de leur gueule des gens qui font ça. Mais vous, alors, bon, je vais pas commencer à citer de noms, parce qu'après, si j'en cite certains qui le font, ils vont peut-être le prendre mal, mais en attendant, franchement, de toute façon, je vous le dis en général, je vous le dis, yo, t'as une bonne réflexion, ouais, tu m'as dit ci et ça, et donc ça, c'est le premier point de la chaîne que j'adore, cette connexion qu'on est en train de construire, et surtout, j'ai presque envie de dire, cette connexion entre connaisseurs et gens qui aiment étudier, bon, regardez le business, mais étudier le business. Et donc ça, je kiffe. Donc encore une fois, merci à vous tous. Deuxièmement, et c'est le deuxième volet de ce que m'apporte la chaîne, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai repris plaisir à travers la chaîne, et donc dans un sens à travers vous, pas pour le retour,
Bon, de toute façon, j'aurais continué pendant plusieurs semaines, mais si je voyais que ça marchait pas, j'aurais fait, allez, je zappe. Mais là, vu que ça marche, et que ça continue à grimper, donc continuons les amis, continuons. Partagez, parlez-en autour de vous, et dites, ouais, il faut aller voir ça, parce que je pense dans tous les cas que si on est vraiment fan de catch, ces vidéos sont intéressantes à voir. Bref, tout ça pour dire. À travers cette chaîne, donc, j'ai tout simplement repris goût à regarder du catch. Bon, pas à la télé, je le regarde sur l'ordi, mais on se comprend. Parce que avant, donc comme j'avais dit dans une de mes premières reviews, regarder du catch me faisait mal en fait. Me faisait mal parce que je voyais les mecs à la télé et je me dis, ah, je devrais y être. Mais maintenant, alors attention, j'ai toujours ce sentiment, mais maintenant que je regarde le produit et que je l'étudie vraiment, j'essaye de l'étudier avec du regard le plus professionnel possible. Et là, je vais vous amener 2 autres observations que j'ai fait sur AEW Dynamite qui vont peut-être vous faire réaliser, waouh, mais en fait, oui, c'est vrai quoi. Tout ça pour dire. 3e de la vidéo déjà, je crois. Hein. Bel esprit. Oh oui. Mouah, magnifique. B-O-R-D-E-L-D-E-M-R-2. Voilà, toutes les catchphrases sont placées déjà, comme ça, au moins une fois. Comme ça, on est tranquille. Donc, tout ça pour dire. 4e. Donc, à le regarder donc avec l'œil du connaisseur, en fait, donc non seulement j'ai toujours l'envie d'en faire, mais en plus, maintenant, j'ai presque envie de dire, vu que je connais vraiment bien maintenant en profondeur les 2 produits WWE et AEW, même si j'ai jamais été dans le vestiaire AEW, mais bon, maintenant ça va. En 2 semaines de regarder tout leur show, je commence à capter la vibe et je connais presque la moitié du roster. Donc pareil, je connais bien ces gars-là. Quand je les vois comme ils bossent sur le ring, je commence à capter la vibe AEW. Et donc en captant la vibe des 2, et ben en fait ça me permet de me dire, waouh, si jamais un jour une opportunité se présente, et ben genre, j'allais dire, je saurais comment adapter mon produit, ma marque, à une telle compagnie pour leur offrir quelque chose qui pourra les intéresser. Parce que c'est ça en fait qui est important, surtout dans le business, c'est d'offrir quelque chose d'unique, d'offrir quelque chose que techniquement, dans un monde parfait, le promoteur ou le patron ne trouvera dans personne d'autre. Et c'est personnellement ce que j'ai toujours essayé de faire dans ma carrière. Et je pense très certainement, c'est ce qui m'a valu d'être probablement le français avec, pour l'instant, j'aurais dit, j'espère que ça changera un jour, mais pour l'instant, le français avec la meilleure catcheur à la WWE depuis André le Géant. Pourquoi? Parce que, je le redis, moi je me basais pas juste sur le fait d'être français, je me basais pas juste sur le fait de faire des prises, ou des prises spécifiques, ou je me basais pas juste sur un look, je me basais sur le fait d'être Tom La Ruffa ou Sylvester Lefort, peu importe. Et j'ai toujours dit, alors à qui je l'avais dit ça, je sais plus, peut-être dans une promo, bon après peut-être dans un office, non je pense pas que je l'avais dit à Dusty Rhodes ou William Regal, mais moi ma mentalité c'est, yo, vous pouvez prendre tous les Français de la création, vous en trouverez pas 2 comme moi. Et ça les amis, je vous conseille de penser comme ça, surtout pour ceux qui veulent faire du catch. Commencez très tôt dans votre carrière et même dès maintenant à penser comme ça. Il n'y aura jamais 2 gars comme moi. Parce que, de toute façon, on est tous uniques dans la planète. Sur la planète, on est tous uniques. Déjà, par les empreintes digitales, etc. et par l'ADN. Mais l'unicité de votre personnalité et du lien entre votre esprit et votre âme, pareil, c'est unique. Et si vous arrivez à cultiver ça et à entretenir ça, oh oui, vous irez bien. Donc voilà, c'était l'intro de cette magnifique télé-review d'AEW Dynamite. Parce que j'essaye aussi de vous motiver. Oui, de vous motiver, vous transmettre dans un sens des valeurs qui m'ont permis à moi d'aller là où je suis encore aujourd'hui et où je continue à aller. Parce que malheureusement, surtout j'allais dire dans le catch et dans le milieu français du catch, il n'y a pas beaucoup de role models, c'est-à-dire au final de gens qui sont inspirants dans d'autres domaines que le catch en fait. Donc bref, tout ça pour dire, les amis, donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites et gardez la foi et continuez à aller de l'avant. Et c'était super d'avoir vu Beast tout l'été. Merci frérot, tu m'as permis de faire cette introduction et d'expliquer ce que la chaîne, moi, m'apporte actuellement. Peut-être ça changera dans le futur, peut-être il y aura d'autres éléments, il y aura d'autres atouts. Mais en attendant, voilà, merci à vous tous. Merci à Beast et... Je vais éternuer. Oui, non. 3, 2, 1. Non, c'est reparti. Ok. Allez, désolé, fausse alerte. J'ai toujours plus envie de rôter. Là, c'est un peu de collagène. Non, j'ai reposé le pot là-bas. Collagène de Iron Shark Nutrition. Bon, le shaker, il est de Biotech. C'est un vieux chèque que j'avais. Mais Biotech Nutrition, collagène, très bel esprit. Oui, il faut prendre des vitamines, surtout quand on se lève maintenant aux aurores, presque à 5 h du mat pour aller à la muscu, à jeun le matin. Et tout à l'heure, je vais aller faire du cardio. Oh oui, parce que je vous annonce, le meilleur physique de ma vie est incoming. Oh oui. 10 minutes de vidéo, c'est parti pour la review, la hashtag télé-reviews d'AEW Dynamite du 28 août 2024 en direct de
de Champagne, Illinois. Champagne. Oh oui, oui, j'avais même pas. Bon, alors nous, oui, on a une région qui s'appelle la Champagne. Eux, ils ont une ville qui s'appelle Champagne dans l'Illinois. Bel esprit, si on veut, mais je pense pas qu'ils aient du champagne là-bas. Oh non, oh non. Donc le show commence, et c'est la raison du titre de cette vidéo, par Jon Moxley qui revient avec un look à la Stone Cold Steve Austin. Alors, deux choses. Déjà, primo, pourquoi j'ai titré cette vidéo comme ça? Parce qu'en fait, comme le roi des imbéciles, ce matin, donc je me connecte sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et là, je vois AEW, un post, et je vois la silhouette d'un gars qui ressemble à Stone Cold Steve Austin. Et alors là, j'ai commencé non seulement à avoir des frissons, et je me dis, wow, 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 stop, ferme tout, ne te spoile pas, t'as pas encore regardé Dynamite. Et donc, en fait, pendant, on va dire, les 3-4 heures que j'étais à la muscu, j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que Stone Cold Steve Austin avait commencé, enfin, avait fait ses débuts à la AEW. Et alors là, j'étais en train de partir dans toutes les directions, mais je suis waouh, mais c'est énorme, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça annonce et tout. Et je commence, alors donc, il me tardait de rentrer de la muscu et de commencer à regarder le show. Et alors là, donc je lance et je vois au final que c'est Jon Moxley. Bon, ok, c'est pas grave. Pourquoi je dis un look à la Stone Cold, sachant que je crois qu'il a ce look, en tout cas de crâne rasé, depuis maintenant plusieurs mois. Mais en fait, comme je vous le dis, moi je regarde la AEW vraiment sérieusement que depuis 2-3 semaines. Donc le truc, c'est que j'ai pas vu le Jon Moxley, et notamment je l'ai pas vu évoluer à la AEW. Donc, pour moi, c'était une façon de le redécouvrir. Et donc, notamment de le redécouvrir au micro, parce que donc il arrive pour faire une promo dans le ring. Alors, promo courte, intense, j'ai aimé. Et donc, j'aime, pour moi, gardez tout en tête, j'aime ce nouveau Moxley, encore une fois, nouveau pour moi. Parce que, moi, je me souviens de Jon Moxley, de Dean Ambrose, version WWE. Et croyez-moi, je vais pas dire que je l'ai bien connu, genre personnellement, non. Mais je l'ai beaucoup vu dans ma carrière. En tout cas, les 2 premières années que j'étais à NXT. Et, parti de là, mon opinion sur lui à l'époque était très loin d'être aussi positive qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que là, le Moxley que j'ai vu, le mec, il a un physique, il a une gueule, il est intense, il est court, et il fait pas le taré comme il faisait à NXT. Et pourquoi, en fait, j'avais un problème à l'époque? Enfin, c'est pas que moi, moi et Marcus, notamment Marcus, d'ailleurs, ça me faisait bien marré de parler de Dean Ambrose avec Marcus. Parce qu'en fait, avec Marcus, plusieurs fois, on s'est vu dire, par des officiels, on va pas dire les noms, pas dans cette vidéo en tout cas. Bon, les Français, franchement, vous êtes vraiment bien. On vous aime beaucoup, mais on n'aime pas les personnages over the top. On n'aime pas les personnages qui sont trop hokey. Il y en a qui me l'a dit dans les commentaires, bel esprit, c'est pour ça que j'ai dit terme d'insider. Parce que ça, on l'avait tout le temps au Performance Center. Quand Bill DeMott arrivait, il disait, c'est hokey, ça veut dire c'est de la MRDE, dégage ça. Donc, nous, il nous disait, on n'aime pas les personnages qui sont too much, on n'aime pas les personnages qui sont trop hokey, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, vous êtes too much. Ok frérot, on va tone it down, comme on dit, on va baisser le volume si tu veux, on va être plus réaliste, même si moi, dans la vie de tous les jours, je suis comme je suis devant l'écran, à quasiment, allez, 75%. Et bref, mais de notre côté, ils font mousser un mec comme Dean Ambrose qui était le Lunatic Fringe et qui lui allait complètement over the top. Alors avec mon ami, ou peut-être ex-ami Marcus, parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, depuis qu'il m'a envoyé un pot de protéines qui n'est jamais arrivé. C'est un pré-workout qu'on trouve qu'aux États-Unis, il n'est jamais arrivé. J'ai l'impression qu'il doit croire que je lui fais la tête parce qu'il ne va plus jamais parler. Et je crois que j'ai essayé de le relancer depuis, mais il faudrait que je lui envoie un message. Bon, tout ça pour dire, avec Marcus, on avait souvent cette discussion qui était, en fait, ils veulent pas qu'on soit nous-mêmes, ou en tout cas que d'autres catcheurs soient too much, parce que sinon, ils vont complètement obscurcir les mecs qui veulent vraiment pusher en avant. Les mecs comme Dean Ambrose. Qui au final, pour moi, Dean Ambrose, alors maintenant, je vous redis, j'ai aimé ce Dean Ambrose. Mais à l'époque, pour moi, Dean Ambrose de WWE, c'était, je me mettais les doigts et je vomissais. Il n'avait pas de physique. Il n'y avait rien de crédible, ni dans son catch, ni dans sa personnalité. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais sincèrement pas. Enfin, je comprenais que l'Office l'aimait. Que William Regal l'aimait bien, ça oui d'accord, ça on l'avait compris. Hein. Parce que combien de fois William Regal nous avait dit « Oh, moi, dans ta promo, lors de ton tryhard, j'ai tout de suite senti quelque chose de différent et c'est pour ça que je t'ai fait signer. » Ok, d'accord, monsieur Regal. Mais en attendant, maintenant, il s'agit de faire de l'argent. Alors, je dis pas qu'ils en ont pas fait avec Dean Ambrose. Le problème, c'est qu'à la WWE, vous pouvez pousser n'importe qui, d'une façon ou d'une autre, vous ferez de l'argent. Parce que quand vous avez la machine derrière vous, avec les écrans géants, les vidéos package, les thèmes d'entrée de ouf, et le push qui va avec, yo frérot, si tu fais pas de la thune, si tu pubs, tu seras viré déjà au bout de 3 mois. Et puis, deuxièmement, avec un minimum de talent, si t'as la machine derrière toi, ça va marcher. La preuve, regardez, LA Knight, il a galéré pendant 10 ans avant d'avoir la machine derrière lui, et maintenant qu'il a enfin, le mec, c'est le number one merch seller du business. Donc tout ça pour dire,
Ouais, on avait beaucoup de problèmes avec Dean Ambrose à l'époque. Mais maintenant, non. Non, maintenant, franchement, j'aime bien cette version de Jon Moxley qui m'a fait, je vous le redis, donc, croire que c'était Stone Cold Steve Austin qui débutait à la AEW. Mais franchement, les amis, ça, par contre, en fait, c'est pour ça que pendant 3-4 heures, je suis resté en idée, wow, ils ont réussi à signer Stone Cold. Franchement, imaginez s'ils arrivent à signer un gars comme Stone Cold Steve Austin. Alors maintenant, le truc, c'est bon, il y en a les médisants vont dire oui, ils feront n'importe quoi, Stone Cold viendrait juste pour l'argent et ça serait pourri. Mais, réfléchissez un peu. Dites-le moi dans les commentaires. Comment, si, est-ce que vous, alors c'est pas est-ce que vous verriez, parce que je sais pas si ça va arriver. Je sais pas si Austin a envie de revenir dans le catch. En tout cas, bien évidemment pas dans le ring. Mais est-ce qu'il apporterait quelque chose dans un rôle non catcheur? Et deuxièmement, vous, comment vous le bookeriez? Est-ce que vous le verrez? Parce que ouais, un Austin avec un Adam Page, ça serait pas mal ça. Ou un Austin avec Jon Moxley par exemple. Ou à voir. Ben voilà, ça pour dire, mon cerveau était en ébullition, de dire ouais, je veux voir Stone Cold Steve Austin à la AEW. Et ben non, c'est Jon Moxley qui défie Darby Allin. Bon, ok. Et par contre, très très important. Il termine la promo de façon très mystérieuse en disant à Tony Schiavone, "This is not your company anymore." Ce n'est plus ta compagnie. Alors là, tout de suite, encore une fois, mon cerveau qui va à 300 à l'heure et dans tous les endroits différents, je me dis, j'ai marqué, est-ce que cela annonce l'arrivée de Shane McMahon? Et est-ce qu'ils vont faire une sorte de remix de Outsiders NWO, une sorte de takeover? Franchement, ça pourrait être pas mal. Après, bien évidemment, il ne faut pas qu'ils se mettent à booker exactement comme la WWE, non pas que c'est mauvais, mais c'est bien d'avoir la différence. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de différences donc, dans le produit. Pourquoi? Par exemple, deuxième segment, donc premier match, Hangman Adam Page, que j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup son intensité. Le mec, il fait cogneur, il fait catcheur, quoi. Contre Tomohiro Ishii, qui a 48 ans, j'ai noté, parce que je suis allé voir sa bio sur Wikipédia. 48 ans, le mec il catch depuis 1996, ultra bel esprit, depuis presque 30 ans, donc. Et donc, ce match, énorme. Et c'est ça que je dis, la différence, encore une fois, avec la WWE, c'est que là, on sent que les mecs, non seulement ils ont de la liberté, et surtout, ils peuvent faire du catch différent. Là, c'est du catch à la japonaise. J'ai regardé, hein, les gars, ils se sont donné 1 minute non-stop de coups d'avant-bras dans la gueule. Alors certains vont dire, oui, c'est pas crédible, c'est pas vendu et tout, oui, mais c'est du catch à la japonaise. J'ai grandi en regardant... Kensuke, voilà, il fallait juste le genre 3. Kensuke Sasaki contre Kenta Kobashi à la Noah en 2005. Pour ceux qui connaissent ce classique, mettez-le dans les commentaires. Parce que voilà, bon, n'oubliez pas, maintenant, je suis officiellement l'encyclopédie du catch. Ça, c'est clair et net. Depuis que j'ai réussi à me souvenir on the spot que Negro Casas, sa catcheur mexicain légendaire, son finish, c'était la magistrale, mais qu'en fait, qu'ils appellent ça la casita au Mexique. Bon, maintenant, deuxième volet de l'encyclopédie. Les amis, si vous n'avez jamais vu de votre vie Kenta Kobashi contre Kensuke Sasaki, Noah 2005. Alors, l'événement, c'était Destination, peut-être, Noah 2005, pareil, va falloir vérifier, parce que là, les gars, si j'ai encore raison, là, les gars, il me faut une donation de chaque mec qui regarde la vidéo d'au moins, allez, 50 centimes, voire 1 euro. On est aux alentours de 2000-3000 vues, bel esprit, je pense que pour le prix d'une encyclopédie, ça le fera. Non, mais sérieusement, ce match, si vous l'avez jamais vu, allez le voir. Je me souviens un jour, j'étais chez Antonio Adamo, très grand catcheur, qui a beaucoup de mon respect, parce qu'il est excellent, et puis il s'est entraîné chez Landstorm, oui. Champion TPW et très actif sur le circuit français. Un jour, j'étais chez lui, là, après un show, ou un stage, je sais plus, et on chillait devant, pas Netflix, on faisait pas Netflix and chill, quand même pas, mais devant YouTube, et on regardait du catch. Et là, je fais, yo frérot, t'as déjà vu ce match? Il me fait, non, jamais. Et je fais, arrête. Et là, enfin, c'est pas un bah, c'était plus un bah, arrête, mec. Je te crois pas. Et là, je fais, mec, on le regarde. Et là, on a regardé. Et le match, il fait 25 minutes, une demi-heure. Yo, c'était un truc de ouf. Les amis, si vous, peu importe votre âge, allez voir ce match. Je le mettrai, dans le commentaire en dessous. Et alors, en plus, si le nom du pay-per-view, c'est Destination Noah 2005, oh oui, bel esprit, encyclopédie du catch. Regardez ce match, c'est pour moi la quintessence du catch japonais, en tout cas des années 2000, fin des années 90, début 2000. Ils se sont rentrés dans la gueule, ils se chopent pendant 5 minutes, ils tombent sur la nuque et ils gagnent sur une corde à linge, je crois, de mémoire. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc ce match très stylé japonaise, très physique. À un moment, Ishii se prend... Ishii, c'est bizarre comme nom. Il faut pas que je fasse de blague, il faut pas que je commence, parce que là, j'ai dit Ishii, je fais Ishii quoi dessus. Bon, il se prend un DDT sur l'apron.
Et le mec il reste planté sur la tête déjà. Alors j'ai l'impression que Ishii aime tomber sur la nuque. Alors il a un coup de taureau, ça c'est clair et net. Et puis au Japon il a dû faire des centaines d'heures de pont comme moi je l'ai fait à l'époque. Mais moi maintenant je me calme sur le pont parce que le coup des fois il me dit Tom calme-toi quand même. Hein. Entre les chutes et le pont et les bridging German suplex que je faisais à l'époque, je suis sûr que je peux la sortir. Mais bon le coup prend tellement cher là-dessus, c'est un truc de ouf. D'ailleurs gros respect à ce sujet pour Chad Gable qui te fait toujours des pontées alors que je sais que déjà à NXT au Performance Center le pauvre avait des problèmes de coups. Et le mec ça fait presque 10 ans qu'il est sur la route et il continue à faire des chaos théories sur des mecs comme Braun Strowman ou Baron Corbin. Yo frérot, respect total, mais et une vie des fois à côté du catch, hein, surtout que t'as besoin de ton coup pour vivre à côté, hein, ne serait-ce que pour aller prendre ta voiture de location ou prendre l'avion pour aller faire le prochain show de catch. Et donc, match très physique, Ishii aime tomber sur la nuque, j'ai l'impression. Adam Page, gros athlète. Le mec, German Suplex, il atterrit sur ses pieds. Respect. Franchement, j'aime beaucoup Adam Page. C'est pour moi une des plus agréables surprises que j'éprouve et que je vis depuis que je regarde la AEW. Très bel esprit. Il a un petit air aussi, un mélange entre Stone Cold et Jake the Snake, je trouve. Et ça, je kiffe. C'est des catcheurs déjà que j'adore. Et en plus, je dis, il a ce côté mec. Et ça, c'est ce que, enfin moi personnellement, c'est ce que, j'allais dire, je recherche dans un catcheur. C'est que j'ai grandi en regardant Macho Man, Bret Hart, X-Pac, Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan, enfin Hollywood Hulk Hogan, NWO for life, ok. C'est pour moi, enfin c'est comme peut-être mon logiciel est formaté comme ça. Un catcheur, c'est un homme. C'est pas un gamin de 20 ans ou de 25 ans. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Alors, donc quoi d'autre sur ce match? Bon, énorme match à la japonaise, très brutal, again. Alors par contre, là aussi, bel esprit, 17 minutes. 17 minutes pour le premier match. Jamais vous verrez ça à la WWE, ou alors si c'est un gros match, un match pour le titre intercontinental ou un truc comme ça. En général, je vous redis, à la WWE, les main events font que 10 minutes de catch en lui-même. Là, on a eu 17 minutes. Bel esprit. Et c'est une autre différence avec que j'ai vu donc sur ce show. C'est ça, c'est que j'ai regardé un peu les temps des matchs et les matchs sont beaucoup plus longs à la AEW. Bel esprit. Alors les mecs bossent plus, ça c'est sûr, mais encore une fois, ça montre qu'en effet, la AEW met le catch en avant et qu'elle fait un show de catch. Elle fait pas du catch pour un show, ou un catch de show, un catch de spectacle. C'est vraiment un show de catch. Et là, on voit match de 17 minutes opener, très très bel esprit. Petit problème, enfin, alors voilà, toujours parce qu'il ne faut pas non plus que je dise que des compliments, parce qu'après on va dire, la Rufa, ça y est, il lèche les bourses de la AEW, non. Alors, voilà, sur le finish, Adam, alors c'est comme ça qu'il catch, ok frérot. Encore une fois, je vais pas te dire comment faire ton job, surtout que tu gagnes beaucoup mieux ta vie que moi, ça c'est quasiment sûr, mais c'est dans l'idée, le mec il fait un reverse tombstone, alors je sais pas le nom exact, reverse tombstone, boom, pour mettre en place son finish qui est le flip lariat. Ok, d'accord. Mais dans l'histoire du monde, pour moi, un tombstone où le mec tombe sur la nuque et a toutes les vertèbres tassées, c'est plus dévastateur qu'une simple lariat. À la limite, j'allais dire, fais l'inverse. Alors oui, fais l'inverse. Fais la flip lariat, bam, relève-le, tombstone, 1, 2, 3. C'est logique. Parce qu'en fait, le truc, c'est comme si, en fait, grosso modo, t'es là, t'as un gun, tu lui mets une balle dans la tête, et après, tu l'achèves avec un couteau dans le cœur. Même pas, parce que le mec, il est déjà mort. Hein, yo. Alors c'est pour s'assurer qu'il est mort. Mais bon, vous captez le truc un peu. Et de toute façon, je pense que j'allais dire, est-ce que vous êtes d'accord? Non. Même si, alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'avez rien compris, j'allais dire, à l'anatomie humaine. C'est plus dangereux, les amis, de se faire tasser la nuque sur un tombstone, la nuque et les vertèbres, et risquer de terminer tétraplégique, que de se prendre un coup, aller dans la gueule ou dans la gorge. Oui, dans la gorge, c'est très dangereux, mais à la base, c'est une lariat, c'est pas c'est pas vraiment dans la gueule ni dans la gorge, c'est une corde à linge, quoi. Grosso modo, une corde à linge, oui, un peu haute. Donc bon, ouais, c'est le seul truc vraiment négatif du match. Sinon, à part ça, voilà, match à la japonaise, faut aimer, c'est sûr, mais bel esprit. En parlant de bel esprit, juste après ce match, Swerve Strickland vient défier Adam Page, et donc, là, c'est marrant parce que donc dans ce show, j'ai bien vu qu'on n'est qu'à 10 jours de All Out et il faut accélérer les storylines pour mettre en place les matchs. Et donc là, direct, donc Swerve dans un sens donc passe pas à autre chose parce qu'ils ont une histoire avec Page, mais franchement, c'est bel esprit parce que cette rivalité, on voit qu'elle est construite sur du personnel, une haine personnelle, mais aussi sur une forme de rivalité dans le ring où ils se disent tu m'as pas battu, enfin tu m'avais battu, mais pas vraiment battu. Et franchement, ils sont crédibles dans leur haine l'un pour l'autre, et c'est comme ça que tu draw money, c'est comme ça que tu ramènes de la thune, c'est comme ça que tu convaincs les gens de payer de leur poche pour venir voir un match parce que
l'animosité entre les deux catcheurs, la haine, l'envie de défoncer l'autre ou de gagner le match est crédible. Et là, bel esprit, moi ils m'ont vendu, et franchement ils m'ont vendu le match, et il me tarde donc de voir apparemment ce cage match dans lequel est défié Adam Page par Swerve, qui à All Out, qui sera dans 10 jours. Et alors là, parfait encore une fois, segment énorme. Swerve Strickland, le master du mind games, de la manipulation mentale, parle à Adam Page, parce qu'apparemment il était le stocker chez lui, je sais pas, j'ai pas suivi, je regardais pas à l'époque, mais il lui dit, en fait, grosso modo, il lui dit, pour comprendre la magnificence de la storyline et de la promo, maintenant que tu as 2 enfants, je crois, ou en tout cas que tu as un gamin, quand toi et moi on va être enfermés dans la cage, et que vu que tu me détestes, qu'est-ce que tu vas vraiment me faire? Quel modèle, quel exemple tu vas donner à ton fils quand on sera toi et moi dans la cage, hein? Et alors là, Adam Page pris au piège, recule et sort du ring, la queue entre les jambes. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Ce genre de tourment psychologique qu'on inflige au babyface, encore une fois, c'est comme du ciné. Et au final, ça se rapproche de ce que fait la WWE. Parce qu'au final, c'est logique. Le mec, il pousse à bout Adam Page, mais il fait, fais gaffe, mec. Si tu me fais trop mal et que tu franchis la limite avec moi, quel exemple tu vas donner à ton gamin? Et là, le mec, il est scotché parce qu'il fait « Waouh, c'est vrai, c'est vrai. Si vraiment je me recouvre les mains de sang, je crois qu'il avait bu son sang même d'ailleurs dans le match d'avant, mais quel exemple je vais donner à mon fils ?» Et ça, c'est énorme. Franchement, bel esprit. Oh oui, oh oui. En parlant de bel esprit, on a un match féminin. Très très joli d'ailleurs, les 2 compétitrices, même la troisième, parce que Sarah était ringside. Jamie Hayter contre, alors je sais pas s'il y en a beaucoup de haters, mais elle n'en a pas avec moi. Bon bref, pour l'instant. Non mais franchement, très bon match, en fait, de sa part. Jamie Hayter contre Harley Cameron, qui apparemment, il la met bien en avant, hein, peut-être pour rentabiliser son contrat ou pour lui faire prendre de l'expérience, parce qu'il voit de grandes choses en elle pour le futur. Peut-être, sûrement, who knows. Et qui est avec notre amie Saraya. Saraya qui, je pense, arrêtez-moi si je me trompe, mais elle fait pas grand-chose en ce moment à la AEW. Est-elle blessée? Question. Alors... Donc un combat qui commence là aussi à 300 à l'heure, il n'y a pas de prise de contact, elle se cogne direct la gueule, bon ok, parce que peut-être elles ont eu un accrochage dans le pre-show de All In. Alors là quand même, il faut reconnaître, il y a eu quelques hésitations et quelques mauvais timings de la part d'Harley Cameron, et bon, alors c'est normal vu son expérience, mais ça n'excuse pas. Et Dezio, et c'est ça que je vous dis toujours, merci Cesaro, merci Claudio Castagnoli pour cette phrase que tu as ancrée et gravée dans mon cerveau vis-à-vis du catch. Ce business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le problème, c'est que Harley Cameron, par exemple, est mise en avant très rapidement dans le business. Et quand je dis très rapidement, c'est que moi, je vous dis, je l'ai rencontrée il y a 2-3 ans, elle débutait à peine. Et direct, elle est allée à la AEW. La AEW, ils sont pas comme la WWE. Ils n'ont pas de performance center vraiment, et ils n'ont pas 5 shows par semaine pour que les catcheurs ou catcheuses débutantes se forgent les dents et se fassent les dents sur le style in-ring et le catch, tout simplement. Et donc, d'être mis en avant trop rapidement, vous tapez un sprint. Mais ce business, c'est un marathon. Et pour gagner un marathon, et pour survivre à un marathon, et pour, le terminer déjà, il faut construire son fond. Et son fond, c'est avoir de bonnes bases dans le catch et une bonne expérience, préférablement indépendante. Parce que, encore une fois, la diversité de public que vous allez voir, la diversité de promoteurs pour lesquels vous allez catcher, la diversité des pays et des foules, et la diversité aussi d'emploi du temps. Parce que vous pouvez peut-être passer un week-end avec 3 shows d'affilée et 2 shows par soirée, ou des fois peut-être ne pas avoir de show pendant 3 semaines. Et ça, il faut se maintenir in shape, il faut essayer de continuer à chercher des bookings. C'est une expérience que vous trouverez nulle part, en tout cas pas dans les grosses fédérations. Et là, ça se montre avec Harley Cameron qui a eu quelques hésitations dans ce match, malheureusement. Mais c'est une victoire rapide pour Jamie, et franchement, de ce que j'ai vu, elle a l'air d'être une très bonne catcheuse, donc je suis très curieux d'en voir plus d'elle, non pas nécessairement de son corps, je ne suis pas un pervers comme ça, mais de son catch, bien évidemment. Et je dis ça parce qu'il y a un commentaire qui me disait « Oh mec, tu verras, quand Jamie Hayter va revenir, moi, magnifique, bel esprit !» Alors je suis allé voir son Instagram, parce qu'en plus je la suivais déjà. Et c'est vrai que oui, je confirme, Jamie Hayter est très très attirante. Alors, de toute façon, franchement, j'ai envie de dire, c'est rare que j'ai vu une meuf dans le catch où je disais elle n'était pas attirante. En tout cas, le catch à haut niveau, quoi. Ouais. Et même d'ailleurs sans maquillage. Parce que n'oublions pas, les amis, moi je me suis entraîné pendant 2 mois avec les catcheuses, dans la classe des catcheuses féminines à NXT, au Performance Center, quand je manageais Billie Kay. Donc la plupart, je les ai vues sans maquillage. Alors j'avoue, certaines, tu te dis, bon, en fait, toi, tu perds 2 kilos quand tu enlèves ton maquillage. C'est pas une critique, mais c'est une vérité, et franchement. Et puis parce qu'au final, je vous dis, moi en tant que mec, maquillage, je connais pas, quoi. Et donc ça me fait, en fait, c'est même pas ça me fait marrer, non, c'est pas ça. Ça m'intrigue de voir
l'importance du maquillage chez les femmes. Parce que, en plus, le pire, c'est ça, c'est que moi, enfin, moi, mon avis perso, alors moi, j'aime le naturel. J'aime le naturel en mode l'authenticité, en fait. Alors oui, du maquillage, je comprends t'en mettre. Même moi, je sors pas dans la... Je me coiffe, voilà, elle n'est pas taillée du tout, mais je coiffe ma barbe, je me mets de la crème hydratante sur le visage, parce que sinon, j'ai la peau qui se dessèche. Non, mais voilà, faut prendre soin de soi. Donc, le maquillage, oui. Mais de là, en fait, à franchir à maquillage et 2 kilos de peinture... Voilà, là j'accroche pas aux 2 kilos de peinture, parce que là je fais ouais c'est too much. Déjà primo tu mens sur la marchandise à la base, et puis deuxièmement c'est soit toi, soit naturel, soit belle dans ton naturel. Alors oui, je redis, maquillage bien sûr, oui c'est bien d'en mettre, mais pas 300 000 kilos. Voilà, c'est mon avis, oh oui, oh oui. Ne me jugez pas. J'allais dire seul Dieu peut me juger, ouais. Ça c'était une phrase de Tupac je crois. Non, je me la ferai pas tatouer. Non, par contre, j'ai envie de me faire tatouer de Parabellum. Alors, je sais pas, là, ce Parabellum là, ou alors sur le ventre, prépare la guerre. Pas le Siwis Pacem, parce que Siwis Pacem, c'est si tu veux la paix, Parabellum, prépare la guerre. Non, 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 non. Juste Parabellum. Quoi qu'il arrive, prépare la guerre. Oh oui, d'ailleurs, ouais. Parce que j'ai jamais fait de vidéo, donc je vous dis, sur tous mes tatouages. Là, il y a Waewiktis, grosso modo, le vainqueur festiveux, la voix du vainqueur. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez. Non, c'est à l'envers. Ah! Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et après, j'ai quoi comme autre texte sur le corps? Starseed, ça pour ceux qui sont un peu spirituels, et Life King. Oh oui, je crois que c'est les seuls textes que j'ai sur mon corps. Ouais, je crois bien. Oh oui. Donc, allez, c'est parti. On n'en est même pas à la moitié du show, déjà une demi-heure. Oh oui. Promo MJF, masterpiece de MJF qui devient un de mes catcheurs, peut-être pas préféré, mais un des catcheurs que je respecte et que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que dans cette promo, il montre tout son éventail de style, d'intensité et d'émotion au micro. Il est énervé, il est arrogant, qu'est-ce qu'il a fait dans cette promo? Il est narquois. Enfin, narquois, ça se dit? Narguant? Bon, enfin bref. Il a montré tout un éventail de palettes qu'il a dans ses promos. Franchement, grosse promo de heel parce qu'il n'y a rien qu'on puisse aimer dans cette promo. Il critique même les États-Unis en disant le seul endroit bien aux States, c'est New York. Le reste du pays, vous pouvez aller vous faire, vous pouvez aller voir la population masculine grecque. Et cette promo donc alors est interrompue par Daniel Garcia qui intervient et donc ça relance donc une feud très personnelle parce qu'il était venu à All In également. Une feud très personnelle entre les deux dont je ne suis pas au courant mais qui va forcément et apparemment donc terminer en un match à All Out. Alors notre ami MJF voilà comme j'ai dit bel esprit oh oui. Notre petit gars Daniel Garcia. Alors au micro ça va il est intense. Mais intense et on sent qu'il vit ce qu'il raconte. Mais je suis mitigé à son sujet. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, en fait, il a un look générique. C'est vraiment un look ordinaire, du beau gosse. C'est un énième mec avec un bon petit physique et qui est un peu beau gosse et sans plus. Et ça, le problème, c'est ça, c'est que j'en reparlerai dans le main event. Le truc, c'est que en fait, il y a deux sortes de charisme. Il y a le charisme de la personnalité et le charisme de l'apparence. Et là, Daniel Garcia, pour moi, je redis, j'ai l'impression de voir Fandango en fait. Et Fandango, pareil, c'est très bon catcheur, très très bonne personnalité, mais c'est un mec, ok, c'est un beau gosse avec un physique, et à part ça, qu'est-ce que tu m'offres d'autre? Je sais pas, laisse-toi faire une moustache, décolore-toi les cheveux, fais quelque chose, je sais pas. Et là, en fait, voilà, Daniel Garcia, je le vois, je le vois dans la rue, ouais, je suis ok, un beau gosse, et je trace ma route. C'est ça le truc. Alors par contre, je vois un Adam Page, je fais attends, c'est quoi ça? C'est un cowboy, c'est un repris de justice, qu'est-ce que c'est, tu vois? Pareil, John Moxley, maintenant je le vois dans la rue. Avant, j'aurais fait ouais, c'est un drogué, maintenant je le vois, je fais ah oula, ça a l'air d'être un videur ou un badass, tu vois? C'est ça en fait le truc, et c'est pour ça que je vous redis, s'il y a des aspirants catcheurs dans le truc, travaillez votre look pour sortir de l'ordinaire et que dans les endroits où vous allez, les gens font mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? C'est qui est cet individu? Donc voilà, je dis pas qu'il n'est pas condamné, pas du tout Daniel Garcia, mais je suis très curieux d'en voir plus de lui, et de voir son style de catch, et de voir ce qui fait que la foule quand même connecte avec lui. Mais peut-être c'est juste par rapport à son histoire avec MJF. Voilà. Donc alors là par contre j'ai eu un doute sur ce que j'appelle le top of the hour, c'est-à-dire quand on passe, Dynamite est à quelle heure? Je sais pas, il est à 8h ou à 9h aux States. Donc dans tous les cas, comme je vous ai expliqué, une émission de télé, l'heure à top of the hour, donc à 9h ou à 10h du soir, quand les gens changent de chaîne après avoir vu leur programme d'une heure, il faut un segment important dans le catch. Alors là, soit on avait justement MJF, soit on a eu le match d'après. Je sais pas, c'est entre les deux. Soit on avait MJF et donc ça veut dire qu'MJF est considéré comme une des stars
principal de la compagnie par les scripteurs et par Tony Khan pour le mettre en avant Top of the Hour comme ils font à Raw avec CM Punk, ou alors ils ont mis ce 8-man tag match Top of the Hour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait le fichier que j'ai regardé là pour Dynamite n'était pas 2 heures pile, donc j'ai un doute là. Dans tous les cas, tout ça pour dire. Match qui suit, c'est le 8-man tag match. Et donc, je peux éventuellement croire qu'ils aient mis ça en top of the hour. Pourquoi? Parce que dans ce match, il y a tellement d'actions et tellement de gars que les gens voient ça, se disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je regarde. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Donc, ce 8-man tag match qui était avec Hook et la Conglomeration contre Roderick Strong et le Learning Tree, qui est apparemment le nom du groupe de Chris Jericho, je crois. Donc, alors, en fait, voilà, un match comme ça, 4 contre 4, un match à 8, faut pas attendre trop d'histoire. C'est à la fois pour placer, le but de ce match, c'est pour placer beaucoup de catcheurs sur le show, et aussi d'un autre côté, pour donner beaucoup d'action dans le ring. Parce que chaque catcheur va avoir son moment pour briller, avoir ses spots, et après, voilà, c'est une question de, waouh, il y a plein d'actions, et en fait, c'est juste un enchaînement de spots, avec quelques séquences, bien sûr, en longueur pour impliquer la foule émotionnellement dans ce que vous faites, mais grosso modo, c'est chaque mec a son moment, et tout le monde est content. Et tout le monde est à la télé, autant que possible. Donc, j'ai juste pris les notes, pour moi, celui qui se dégage le plus du match, c'est Big Bill. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est Big Bill. Big Bill parce que déjà, le physique, la présence, et maintenant, je suis super content pour Colin Bill. Parce que là, maintenant, le mec, on voit que non seulement il s'est trouvé, et non seulement, ça y est, il a vraiment appris maintenant à bosser comme un big guy. Je l'avais déjà dit dans une review précédente, mais là, je le vois. Là, je vois que le mec, ça y est, il s'est trouvé. Et c'est pour ça que je dis, si un jour il retourne à la WWE, il risque de faire très très mal. Bon, en attendant, on n'y est pas, et il est peut-être heureux à la EW, ce que je lui souhaite. Surtout qu'en plus, Corey Graves lui a pris sa petite amie d'époque à NXT qui était Carmella, et ça, je pense que s'il recroise Corey Graves, ça va très mal se passer. Oui, parce qu'en fait, Bill Morrissey, votre les amis, il faut que je me prépare mentalement pour le cardio. 1 heure de cardio, oh oui, oh oui, on va essayer. Bon bref, tout ça pour dire, ouais, le pauvre Colin Cassidy était avec Carmella, tout son run à la WWE. Et après, c'est une fois qu'il s'est fait virer ou c'est carrément, même dans son dos, elle s'est mise avec Corey Graves ou elle a attendu qu'ils soient séparés, enfin je sais plus. Mais ouais, c'était tellement flagrant que dès que Carmella est arrivée, il était dessus à fond, Cassidy. Mais je le comprends, je le comprends, parce que Léa, Carmella est une magnifique personne. Franchement, elle était adorable. Elle était vraiment adorable, très gentille et très jolie également. Oui, oui. Donc, pour moi, Big Bill, c'est le standard du match. Alors, maintenant, alors le moins bon, on va dire, déjà le finish était bof, j'ai pas compris. Enfin, je comprends pas pourquoi, surtout avec l'expérience de tous les mecs backstage à la WWE, enfin à la AEW, mais qui viennent de la WWE. Pourquoi on fait un finish comme ça? Le finish où, genre, t'as Hook qui a la prise de soumission sur Roderick Strong. Roderick Strong a le pied qui touche la première corde. Mais là, Aubrey est bien dans l'axe. Et on voit qu'elle fait exprès de se maintenir bien dans l'axe pour pas avoir le pied et voir la soumission de Roderick Strong. Je sais pas. C'était bof. C'était vraiment le point noir du match. Et même si t'es dans une soumission, tu fais les pieds dans les cordes, les pieds dans les cordes. Tu le dis à l'arbitre. Je sais pas. Moi j'essaierai. Même si je suis dans une discussion, l'arbitre, j'ai la corde. Tu vois, même si je tape, je sais pas. Bon, et d'ailleurs, en parlant de soumission, donc c'est porté par Hook. S'il vous plaît, mes amis, alors mes amis de la AEW maintenant, parce que je vous fais quand même bien mousser dans mes reviews, hein, j'attends mon paycheck. Non, je rigole, ça vient vraiment de bon cœur et c'est sincère. Mais par contre, je dis pas non à un contrat, Tony Khan, hein, si tu regardes, oh oui, balancez-lui un hashtag sign Tom LaRufa. Alors attends, Hook, maintenant, alors voilà, quand même, là maintenant, faut faire attention quand même. J'aime bien Hook, hein, j'aime bien son pédigré, j'aime bien que ce soit le fils de Taz, ok, pas de problème. Il catch assez bien, ça va, il a un bon petit physique, il a pas un physique, mais il a un bon petit physique. Il a des pecs et des bras, lui au moins, contrairement à d'autres qui sont à SmackDown. Et par contre, maintenant, faut faire attention à pas trop en faire quand même avec lui, parce que, ok. À All-In, il a placé une souplesse sur Big Bill, d'accord, il a battu Big Bill à collision avant All-In, ok, d'accord. Là, maintenant, dans le comeback, dans la réaction, le mec, il détruit toute l'équipe en face. Là, vous risquez quand même de me perdre un peu si vous commencez à le booker en destructeur. Le mec a pas le physique d'un destructeur. C'est un bon petit gars, il a un bon potentiel, mais c'est pas un destructeur. Il est pas comme il était son père. Son père, c'était une petite barrique. C'était un gros sto, son père. Oh oui, vous avez tout ce qui fait mon poste ce matin. Ce matin, j'ai eu envie. Ce matin, après la muscu, je me suis dit, waouh, putain, ça va. Parce que après, là, je suis à moitié vanné quand même, faut pas oublier. Parce que j'ai posté la photo parce que j'étais fier. Je fais, ouais, c'est bon, putain, je commence à avoir une définition musculaire. Et là, en fait, la plupart des gens me font, ouais, mais c'est bon, t'inquiète pas, tu vas sécher, ou alors, accroche-toi, tu vas perdre ce gras. Je fais, ouais, non, mais les frérots, vous savez comment j'étais à l'époque? Là, je suis allé à 93 kilos, un truc comme ça. À SmackDown où Randy Orton m'a fait passer à travers la table, j'étais à 99-100 kilos, j'ai perdu quand même 5-6 kilos, tu vois. Donc bon, s'il vous plaît quand même, fuck.
Vous voyez qu'on voit un peu les abdos, mais aussi c'est parce que j'ai pas rasé les abdos. J'hésite à le faire. J'hésite à raser les abdos parce que j'aime bien le look Scott Hall velu comme ça. Ça fait mec justement. Ça fait mec. Et en parlant de mec, ouais alors juste pour voilà, dire dernier commentaire, on a l'air de se diriger vers une feud Hook contre Undisputed Kingdom et Roderick Strong. Encore une fois pour All Out qui est dans 10 jours. Ça va être un truc de ouf parce que donc ce week-end je vais me taper, enfin je vais me faire Bash in Berlin, normal. Et après, il va y avoir quoi dans 10 jours déjà All Out. Ouh, les amis. Oh oui, oh oui. Bon, bref, en parlant de mec, promo de Mariamé avec Tony Schiavone. Oh oui, oh oui. Et alors là, franchement, et c'est ça, c'est sur ce point, vous savez, c'est sur ce point que j'ai compris une autre différence, même si on fait pas de comparaison, mais quand même, c'est important de les noter entre le style AEW et WWE, surtout pour les promos. Regardez bien, mes amis. Et là, vous allez dire, mais ouais, Tom, il a raison encore. Oh oui, croyez-moi. Oui, c'est une phrase que vous direz souvent. Plus vous m'écouterez, plus vous la direz. Il y a un gars, il m'a fait rêver l'autre fois. C'est quoi, hier, il me dit, oui, Tom, tes reviews sont bien, mais par contre, arrête de la jouer, c'est franchement énervant. Yo, frérot, t'as pas compris que je fais ça sur le ton de l'humour, c'est que t'as rien compris à la vie, frérot. Hein. Donc, bon, arrête de regarder mes vidéos si je t'énerve quand je fais de l'humour. Tout ça pour dire, Mariamé, bon, continue à les liker quand même et à lâcher un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Mais voilà, les regarde pas entiers. Laisse jouer la vidéo et quitte l'ordinateur. Ça fait toujours une vue en plus avec les pubs. Bon, même si je suis à des années-lumière de gagner ma vie avec cette chaîne. Mais c'est pas grave. Donc, promo de Mariamé avec Tony Schiavone. Alors, donc dans cette promo, j'ai senti en fait que les catcheurs ou les catcheuses AEW font leur promo, bien sûr pour le programme télé, bien sûr pour les caméras, mais aussi pour le public dans la salle. On le sent. Parce qu'à la WWE, vous avez votre script, et bon, alors pendant très longtemps sous l'ère Vince, mais c'est un peu toujours pareil, je vois l'ère Triple H, c'est vous jouez votre script devant la caméra. Et limite la foule dans votre histoire, elle rentre pas en jeu en fait. Par exemple, vous avez une animosité, par exemple Damien Prêtre contre Finn Boulard. Leur animosité est telle qu'elle est bookée à la WWE, yo mec, lance ton message à Finn Boulard à travers la caméra, et c'est ça ta priorité numéro 1. Ok, d'accord. Ok, c'est un style de voir du catch. C'est qu'en fait, je vous redis, c'est du cinéma, mais avec un public autour et dans un cadre catch. Mais au ciné, il n'y a pas de retour de la foule. Au ciné, vous bossez la caméra, point barre. Et vous bossez, vous racontez votre histoire. Donc, ok, c'est une façon de voir le catch. Maintenant, ce que j'ai remarqué à la AEW, et c'est comme du catch indie, oui. Parce que moi, par exemple, je vais faire une promo sur un catch indie, sur un show indie, vous le voyez à la RIX, vous le voyez à la TP2, vous voyez partout où je fais des promos. La foule, je vais les prendre en considération. C'est obligé. Et je vais bien évidemment sortir ma promo et faire avancer l'histoire, mais jouer avec la foule. Et là, en fait, c'est ce que je vois donc avec la AEW, c'est que la plupart des catcheurs ou des catcheuses qui font leur promo, eh ben, ils ont une alchimie avec la foule. C'est genre, ils arrivent et ils font, vous savez, la semaine dernière à All In, j'ai tout donné dans le ring. Et vous l'avez vu. Ouais, vous l'avez vu parce que vous m'avez donné votre soutien et vous m'avez donné votre énergie. Et pour ça, mes amis, je vous serai toujours redevable. Donc merci. Tu vois, déjà rien que ça, mais il regarde la foule, il implique. Alors j'ai fait un truc d'impro vraiment naze, hein, parce que j'essaie de trouver un texte à dire. Mais le truc c'est ça, je trouve qu'à la AEW, la foule est beaucoup plus impliquée dans les promos, mais aussi par les catcheurs dans leurs promos. Est-ce que vous le voyez vous aussi? Parce que je me souviens à la WWE, c'était souvent ignore la foule, fais ton truc. Ok, d'accord, on le fait. Mais là, à la AEW, je vous redis, j'aime cette connexion avec la foule. Parce que les catcheurs se nourrissent de ça, en fait. C'est top. Moi, je vous le dis franchement, quand je suis dans un show, peu importe, heel ou face, parce que j'ai la chance de pouvoir très bien faire les deux. Et d'ailleurs, vous le verrez dans le vlog. Hein. Oh oui, les amis. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Le vlog sur le show en hommage à Bruno Sammartino, il est quasiment fini. Faut que je règle 2-3 trucs encore. Notamment pour les musiques d'entrée qui sont copyrightées. Mais, alors je vais peut-être enlever carrément les entrées, je pense. Mais c'est dommage parce qu'il y a mon super thème d'entrée, Harley David, Son of a Bitch de Serge Gainsbourg qui est top pour entrer. Alors je sais pas, il faut que je trouve un moyen pour le mettre quand même. Bon, on verra. Sinon, ben, j'enlèverai les entrées. Vous pourrez aller voir le show entier sur la chaîne FIW, Federazione Italiana ou International de Wrestling, je sais pas trop. La fête de Fabio Ferrari. Et tout ça pour dire, dans ce vlog, vous verrez que en heel, bon après vous me voyez en heel aussi à Rix, mais même si Rix c'est spécial. Tu vois, en fait c'est la foule qui est heel, qui me gave la foule. La Marseillaise à la Rix, où on a vu ça. Elle la Marseillaise et elle fait des phoques à des catcheurs qui sont là, dans le ring avec le drapeau français. C'est genre, les amis, vous avez fumé en fait. La Rix, ils sont spéciaux, hein, le public de la Rix. C'est pour ça que la prochaine fois que je vous vois, je vous crache tous dessus. Et bref.
Donc, dans ce vlog, vous verrez, je bosse heel en Italie. Français, là aussi, avec drapeau français aussi. Et franchement, c'est top parce que, avec un mec comme Fabio Ferrari, qui est un excellent catcheur, d'ailleurs, il est un des meilleurs catcheurs en Europe, soit c'est lui qui est heel, moi je suis face, et vice versa. Franchement, l'alchimie est là. Oh oui, oh oui, vous le verrez dans le vlog. Ah oui. Donc, dans cette promo, voilà, j'ai aimé que la foule soit impliquée. Et donc, j'ai aussi étudié, bien sûr, le charisme et la présence de Marie-Aimée. Ça va, ça passe. Bonne promo de heel. Ouais, ça va, elle a la personnalité. Son texte n'a pas l'air d'être trop récité. Non, franchement, bien. Et puis surtout, ce que j'ai kiffé, pareil, cette psychologie de heel, c'est genre, non mais regardez, votre ville, c'est pourri. Le seul bon truc que vous verrez ce soir, c'est moi. Là, elle se dévoile, elle enlève sa robe de chambre, on voit un bon petit physique. Oh oui, oh oui, oh oui. Et après, non mais allez, ça suffit, elle remet la blouse, elle remet la robe de chambre en soie, noire, qui brillait bien, oh oui, oui, comme ça, jolie peau satinée et bronzée. Mais, et en fait, c'est genre, voilà, vous avez vu, mais non, calmez-vous, vous ne méritez pas, fermez-la maintenant. Et là, elle repart. Belle psychologie de heel. Hein. Heel retire à la foule ce qu'elle veut voir. Oh oui, oh oui. Donc ça, c'était franchement bon petit boulot de heel. Et je pense pas qu'ils aient annoncé quelque chose pour All Out. On va voir, à voir. Alors dans les vestiaires, vite fait, je l'ai noté parce que c'est la première fois que je vais les voir aussi en action en détail. GYV, Grizzled Young Veterans. Ça va, ça passe. À voir sur le long terme. Ils ont une intensité. On voit qu'ils croient à ce qu'ils disent. À voir s'ils ont des physiques, à voir leur style de catch et à voir aussi surtout si c'est sur la longévité. Je rappelle, le business est un marathon et pas un sprint. Et ben ça devient pas redondant et c'est pas tout le temps la même rengaine parce que ça c'est naze. Ça les mecs qui ont qu'une dimension et que c'est toujours les mêmes promos et toujours la même histoire, toujours le même personnage. Yo, allez, stop, laissez la place à des gens qui ont un éventail de possibilités. Oh oui, oh oui. Et donc, en parlant d'éventail de possibilités, un clip a suivi sur l'association New Japan Pro Wrestling et AEW. Et j'ai juste marqué, c'est vraiment cool de voir ça. En effet, parce que on avait tellement été habitués avec la WWE à non, surtout pas d'autres fédérations, que voir ça et des ententes entre deux fédérations, bel esprit. Et surtout, c'est vrai que ça laisse des opportunités. Et surtout, ça montre que voilà, dans le business du catch, au final, je ne veux pas dire qu'on est tous là pour s'entraider, non, mais que le catch, ça reste le catch et mettre des affrontements comme ça entre fédérations, entre catcheurs que techniquement on voit pas souvent ensemble. Oh oui, oui, c'est très très bel esprit et ça montre que la AEW en effet met le catch au centre de son produit. Oh oui, au lieu du spectacle pour la WWE. Mais il faut les deux. Allez, on se calme les enfants, on se calme les enfants. Oui, j'ai dit les enfants parce que j'ai 40 ans, d'accord. Et surtout avec mon expérience dans le catch, vous pouvez doubler ça. Donc j'ai 80 ans, point de vue catchement parlant. Donc on se calme. Il faut de tout dans la vie. Et les seules critiques, alors j'allais dire jusqu'à présent vraiment condamnables pour la AEW, c'est les pauvres gars comme Ali de Catch Club qui n'ont pas pu voir All-In proprement dans la salle. Point barre. Stop. Et même les transitions que je vous fais, et même une critique qu'on ne peut pas faire, c'est de mettre des matchs n'importe comment. Parce que le match qui suivait avait tout pour puer le match avec 500 000 prises pas vendues. Ricochet contre Kyle Fletcher, les grands débuts de Ricochet à la AEW. Et ben j'ai marqué, ça va. Très bon match. Franchement, ça a bougé, c'était athlétique, ça va, c'était intense, c'était propre. Bon match. Même très bon match. Par contre, quand même, deux choses. Certains tombés auraient pu être tentés un peu plus. Plutôt que d'enchaîner sur 2 ou 3 prises des fois, tente un tombé entre chaque prise, frérot, ça va rien changer à ton match. Essaye de gagner. Parce que si tu gagnes pas ton match, techniquement, dans les storylines, le soir même, tu gagnes moins d'argent, voire t'es pas payé. Donc essaye de gagner ton match. T'es pas là pour faire des saltos arrière. Et donc, deuxième point, en parlant de salto arrière, alors, d'ailleurs, pour info, Ricochet a même montré de la personnalité, bel esprit, très très bel esprit, frère. Continue, parce que j'avais jamais vu de ça de toi à la WWE jusqu'à présent, ou à NXT. Ensuite, alors, voilà, avertissement, parce que je vais sûrement me répéter, mais c'est pas grave, répétons-nous. Je vais pas parler à Ricochet, parce que Ricochet, bel esprit, mec, t'as fait de la thune, tu continues à en faire, fais ta carrière comme tu le sens, et j'ai pas si envie de dire, je te respecte totalement pour ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas sous contrat avec une fédération américaine à la télé. D'accord, ok. Maintenant, comprenez que le problème, c'est qu'un catcheur qui mousse parce qu'il fait des prises et des acrobaties, ce qui est le cas de Ricochet, parce que c'est uniquement comme ça qu'on nous l'a vendu. Hein. Waouh, Ricochet arrive, ça va faire des matchs de fou. Ok, d'accord. Et c'est le cas, d'accord. Mais deux choses, les gens finiront toujours par s'enlacer. Si t'es juste un mec qui fait des saltos et des flips, les gens vont s'enlacer. Et si les gens s'enlacent, bah, t'auras plus rien. Primo, si t'as que ça. Et deuxièmement, le problème, c'est que si après tu te dis oui, non, mais t'inquiète pas, je trouverai toujours quelque chose pour les accrocher. D'accord, mec, mais les lois de la physique et surtout les lois qui régissent la physique du corps humain et du catch,
en fait, au bout d'un moment, tu auras atteint la limite du nombre de tours que tu peux faire dans tes saltos ou que ton corps peut encaisser. Tu auras atteint la limite du nombre d'innovations que tu peux faire dans tes prises. C'est juste une question de temps. Et donc, c'est pour ça que je redis toujours, mes amis catcheurs, ne vous basez pas uniquement sur les acrobaties et sur les prouesses techniques que vous pouvez faire. Trouvez autre chose. Et trouvez autre chose surtout au niveau personnalité. Parce que si vous pêchez sur la nationalité, la personnalité, mais que vous compensez en faisant des prises dangereuses et de ouf et des flips, mais non, c'est pas une recette gagnante. Vous allez durer que quelques années et quelques années plus tard va arriver un autre jeune qui va faire comme vous et vous passerez à la trappe. Voilà. Enfin bref. Je me répète, j'essaie juste de vous faire comprendre encore une fois comment c'est même pas moi qui le dis. C'est même pas moi qui le dis. C'est les promoteurs pour lesquels j'ai bossé, des mecs qui font des shows depuis les années 70 qui m'expliquaient ça, des catcheurs qui ont main eventé WrestleMania qui m'expliquaient ça au Performance Center. Enfin, je ne fais que partager mon expérience et mon savoir, mon expertise. Oh oui, oui, parce que d'ailleurs, je le redirai toujours, Al Snow avait parfaitement, pareil, un autre Al Snow qui m'avait appris énormément, Al Snow avait parfaitement décrit ce qui fait un expert. Savoir, connaissance et expérience. Si vous n'avez pas les deux, vous n'êtes pas un expert, vous êtes juste un savant, non, mais un savant dans le sens, ouais, un mec qui a lu beaucoup de trucs ou qui a regardé beaucoup de documentaires ou d'interviews, mais c'est tout. Vous n'avez jamais vécu le truc. Si vous avez les deux, parce qu'après, d'un autre côté, si vous débutez si vous débutez dans le catch, mais que vous n'avez pas le savoir parce que vous débutez, vous n'êtes pas un expert. Mais je vous le dis, une fois que vous avez le savoir et l'expérience, oh oui, bel esprit. Vous allez pouvoir enfin ouvrir votre bouche sur Internet, comme je le fais. Oh oui. Et j'ouvre ma bouche pour dire que, again, Pac est top au micro. Parce qu'à la fin du match, entre Ricochet et Kyle Fletcher, que gagne Ricochet, non surprisamment, sans surprise, voilà. Ospreay arrive et là, face-off, waouh, trop bon, les deux qui avaient fait 50 000 saltos à la New Japan Pro Wrestling, qui avaient buzzé sur Twitter, waouh. Et là, t'as Pac qui arrive et boum, il plante Ospreay, encore une fois sur sa tête, le pauvre. Et Pac fait une promo très courte mais très intense, bel esprit, Pac. Ben Satterley, de son vrai nom, Ben, frérot, si un jour je te revois, mec, je te fais un hug et je te dis, mec, t'es devenu un king au micro. Oh oui. Contrairement à toutes les fois où il me demandait des conseils, enfin pas qu'à moi, mais notamment, je me souviens, on était super potes avec Pac. On a vécu pas mal d'aventures les dimanches après-midi. Et le temps de décuver ou de redescendre. Et franchement, ouais, c'est bel esprit. Ça me fait super plaisir pour lui de le voir. Comme ça. Oh oui. Et on voit qu'il kiffe ce qu'il fait. On voit qu'il a sa passion pour le catch qu'il avait perdu d'ailleurs à la WWE et à NXT. Et enfin, en parlant de passion, mais les transitions qu'on fait dans cette hashtag TLR Review, j'allais dire dans cette promo. Les mecs, je vous fais des promos d'1 heure en fait. Vous vous rendez compte en fait? C'est énorme, c'est aussi pour ça que je kiffe. C'est pour ça que je kiffe de plus en plus les vidéos, parce que en fait, pour moi, c'est un challenge à chaque fois. Je me dis, allez, pendant 1 heure, il va falloir les tenir en haleine. Et alors maintenant que, à la base, je visais une demi-heure, maintenant, je vise 1 heure. Oh oui. Dites-moi si vous les sentez passer les 1 heure avec moi. Si vous dites, ouais, c'est relou, Tom, 1 heure, tu nous endors, arrête, écoute, je repasserai à 50 minutes. Donc, en parlant de passion promo du champion AEW, champion World Champion, oh waouh, champion du monde AEW. C'est normal aussi, si j'écorche tout ce que je dis, oui, ça va durer 1 heure la vidéo. Bryan Danielson. Alors là, j'ai juste mis promo magnifique de Bryan Danielson. Magnifique. 3 fois et en majuscule, s'il vous plaît. En fait, le truc, c'est que il faut aller regarder la promo. Ça, tout le monde devrait la regarder, cette promo. Parce que c'est sincère, c'est à la fois c'est de l'émotion et de la passion. C'est top. Et là, j'ai remarqué un truc aussi donc avec Daniel Bryan. On l'appelait comme ça à NXT d'ailleurs avec Marcus. Parce que c'était Daniel Bryan et moi je disais Daniel Bryan. Parce que c'était marrant. Et Marcus, il poupait bien quand j'avais sorti ça. Daniel Bryan, qui Daniel Bryan. Daniel Bryan. Et il avait explosé de rire. Oui, il fallait bien qu'on s'occupe parce que sur les shows où on catchait pas, on avait juste monté le ring. Hein. Bon, bref. Et donc là, le truc que j'ai vu avec Daniel Bryan, non, il faut que j'arrête de le dire parce que ça y est, ça va me rester dans la tête maintenant. Bryan Danielson. Voilà. Oh là là, c'est contagieux mes trucs parce que maintenant j'arrête pas de dire Réa Ralenti, Damien Prêtre, Louis Albert Chevalier, waouh. Ouh là là, le règne, les Romains règnent, les Romains règnent, le règne des Romains. Bon bref, dans cette promo, ce que j'ai vraiment remarqué maintenant, c'est que, en fait, Bryan Danielson n'a pas de charisme visuel.
Bryan Danielson, bon maintenant oui quand même avec sa tresse de viking et sa barbe, d'accord, ça oui, ok. Mais on voit Bryan Danielson tel qu'il était à la WWE, surtout quand il était jeune et rasé, d'accord, pas quand il avait la barbe de hobo. En fait, c'est ça, je dis, on se retourne pas à l'aéroport ou dans la rue, on fait, tu vois, c'est qui lui, non, il n'a pas le charisme visuel. Mais comme au micro, il est intense et croit dans tout ce qu'il dit, il a du charisme au micro. Il a une intensité et les gens connectent avec ce qu'ils disent. En fait, et c'est très intéressant parce que pour moi, j'avais très souvent assimilé ça parce que, encore une fois, grandissant à l'époque de WCW, NWO, pour moi, le charisme, c'était uniquement visuel. C'était genre, il fallait un look, il fallait des lunettes de soleil, chose que William Regal détestait d'ailleurs. Il me disait, non, enlève tes lunettes de soleil quand tu parles parce qu'il faut que je vois tes yeux pour connecter avec ce que tu dis. Alors moi, je faisais, oh là 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 là, et je les faisais parce que c'était Monsieur Regal qui disait ça. Mais après, dès que je pouvais, je faisais des promos avec les lunettes parce que c'est, oh yeah, Macho Man, Hollywood Hogan, même les outsiders, s'ils les avaient, c'est le style, les lunettes de soleil. Oh oui, oh oui. Mais, tout ça pour dire, moi, donc je partais du principe que le charisme, c'était visuel. Et ben maintenant, je me rends compte, bon, avec les années, je m'en suis rendu compte, mais encore plus maintenant que j'étudie presque 10 heures de catch par semaine, il y a autre chose que juste le charisme visuel. Il y a la personnalité. Il y a ce fire, ce feu qu'on a en soi. Ce feu que j'ai tatoué ici. Vous voyez ça? Voilà, ça, vous savez ça ce que c'est? Ça, c'est mon feu intérieur, d'accord? C'est moi qui ai dessiné ce tatouage. Et en fait, lui là, le Narvalo, il essaie de me voler mon feu, et là, je lui mets un super kick dans la gueule. Et ça, c'est moi, j'allais dire jeune et fringant au début de ma vie et de ma carrière, en position de protection de ce qui se passe dans la vie. Et là, ça, c'est moi, sur la fin de ma vie, je rends les armes, je me mets à genoux, et merci, ciao, au prochain numéro. Oh oui, rien qu'avec ça, les gars, remercie-moi, parce que je vous ai décrit un truc très personnel, qui est ce tatouage, qui est le résumé de l'histoire de ma vie. Tout ça pour dire, ce feu intérieur, Bryan Danielson là, et on le sent, on l'a senti dans cette promo, c'était énorme. Et franchement, en plus comme il a le respect des fans, le mec mousse, c'est magnifique. L'angle est magnifique également, je vais dire que des magnifiques dans ce segment final. Pourquoi? Parce que maintenant, il a annoncé que dès qu'il perd le titre à AEW, eh ben, sa carrière est finie. Et ça veut dire qu'en fait, mes amis, si vous ne l'avez pas encore compris, ben, je vais vous le dire, je vais le formuler comme ça, vous allez le formuler avec des mots dans votre tête. Chaque défense de son titre va être monumentale. Parce que sa carrière va être en jeu à chaque fois. Et ça, c'est un booking de génie. Je ne me rappelle sincèrement pas l'avoir déjà vu à la WWE. Pourtant, je regarde depuis 20 ans maintenant. Dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-moi s'il n'y a jamais eu à la WWE ou WWF un angle où le champion disait si je... Mais pour de vrai, hein, pas en mode storyline. Pas genre, je pars à la repasser là, on sait que c'est quasiment vrai. Par rapport à ses problèmes de coups, on sait qu'il y a de très fortes chances qu'il raccroche les bottes. Je vois pas Bryan Danielson dire je vais prendre ma retraite s'il respecte pas son mot. C'est pas Ric Flair, c'est pas le dirtiest player in the game. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est vraiment, on va vraiment voir cette année la fin de la carrière de Bryan Danielson. Dites-le moi, parce que moi j'y crois. Et je me dis maintenant, chaque match pour le titre va être énorme. Oh oui. Et j'en ai eu des émotions d'ailleurs pendant sa promo. Parce que je me dis, waouh, c'est énorme. Et un truc moins magnifique, Jack Perry arrive pour le défier. Ça va être lui apparemment qui va l'affronter, j'imagine, à All Out. Ouais. Là voilà, c'est le seul du show. Parce que bon, ok, j'apprécie assez Jack Perry, mais de là à mériter une chance pour le titre à EW. Donc, pour ne pas terminer sur un la question sélectionnée, d'ailleurs, qui est très bonne, donc on va dépasser l'heure de review. Oh oui, oh oui. Donc, cette question me vient d'Alexis Rondo 2199 qui me dit: salut Tom, question sur la hiérarchie que tu as mentionnée. Donc hiérarchie dans le vestiaire et des catcheurs. En ce qui concerne les catcheurs, sur quoi se base-t-elle? Est-elle purement arbitraire et influencée par l'appréciation des catcheurs eux-mêmes, le management, ou bien par des critères plus spécifiques tels que le statut, champion, main eventer, ancienneté, etc. Et imaginons qu'un gars, il continue son message, ce cher Alexis, imaginons qu'un gars comme Orton devient super pote avec un jobber. Est-ce que le jobber aura droit à un traitement différent ou est-ce que les catcheurs tracent une ligne professionnelle pour garder chacun à sa place? Merci pour tes vidéos et ton temps. Bel esprit. Oh oui, oui, amigo. Merci. C'est une excellente question. C'est une excellente question qui mériterait une vidéo à elle seule. Alors, je vais essayer d'y répondre court. Je vais te donner mon point de vue à moi et voir après si j'ai des exemples. Pour moi, en fait, déjà, primo, le catch, c'est une école de la vie. Il faut respecter les anciens. Point barre. Les mecs qui chutent
qui ont chuté avant toi sur un ring de catch, il faut les respecter. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, je respecte n'importe qui monte sur un ring et prend une chute de catch. Même si c'est juste pour un stage, mec, je te serre la main, au moins tu as essayé. Et au moins tu as senti la douleur physique que ça fait le catch. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, moi, le truc, c'est que, on va dire, moi, c'est surtout à l'ancienneté et au nombre de matchs. Vraiment que le respect est basé. Parce que tu vois, par exemple, je te donne un exemple, mais je connais des catcheurs européens qui n'ont jamais été à la WWE, et ben pourtant je les respecte plus que moi, tu vois. Sur l'échelle du business, par exemple, je te donne un exemple, Michael Kovac, par exemple. Michael Kovac, bon, il a fait ECW, ouais, ça oui, il a fait, dans la fin des années 90, mais il n'a jamais été à WWE ou quoi, tu vois. Peut-être un dark match ou un squash match peut-être, mais voilà, jamais sous contrat. Et ben pour moi, ce gars, quand je le vois, c'est monsieur, comment allez-vous, tu vois. C'est moi, en fait, voilà, c'est l'ancienneté et le nombre d'années et le nombre de matchs, le nombre de pays dans lequel tu as catché. Parce que je pars du principe qu'un mec qui catchait, voilà, un mec que j'ai regardé catcher sur un show quand j'étais encore fan, ben je lui dois le respect, peu importe ce que j'ai fait dans ma carrière. Tu vois là, tu vois le truc, la nuance. Et dans un sens, j'attends le même genre de traitement de la part de tous les autres catcheurs. C'est-à-dire que pour moi, si par exemple un gamin arrive ou même un autre catcheur français, même si ce catcheur français a eu du succès internationalement, mais qui catch depuis moins longtemps que moi, eh ben techniquement, il me doit le respect. Alors je dis pas que je vais l'exiger, je dis pas que je vais dire oh attends frérot. Calme-toi, tu me parles pas comme ça. Alors oui, s'il me parle mal, je vais le dire, tu vois. Mais tu vois, parce qu'il y a aussi le code de serrer la main à tout le monde dans les vestiaires, etc. Tu vois. Mais voilà, c'est. Après, ça dépend de l'état d'esprit. Par exemple, il y a pas longtemps, sur un show, j'étais ultra fatigué. Franchement, j'étais ultra fatigué. J'avais catché deux jours d'affilée. Le troisième show, j'arrive, c'est un dimanche. Je suis dans le vestiaire, il fait super chaud. Je pose mon sac dans un vestiaire qui est tout petit. Et là, tu vois, je vois. Il y a un mec qui arrive qui n'était pas au courant, le pauvre. Mais il arrive, il pose son sac à côté de ma valise pour s'asseoir, limite où là j'allais m'asseoir. Je fais hop, attends, t'es gentil, ça c'est ma place. Alors je ne pas dit méchamment, mais je fais non, hey, je veux dire en anglais, je fais hey, pose pas ton sac là, c'est ma place ici. Et j'ai même pas cherché à comprendre qui m'écoute ou quoi. J'étais tellement gavé que voilà, j'ai fait ça, mais c'est un ensemble, c'est un concours de circonstances. Mais parti de là, en fait, je m'en fous. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Le mec, c'était un catcheur italien qui venait du fin fond de l'Italie, que personne ne voit jamais n'importe où ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se plaindre au promoteur. Oui, Tom Larifa m'a dit, il m'a pas laissé m'asseoir sur son banc. Je dis, non, mais calme-toi, c'est bon. Voilà, ça fera rien en fait. Je dis pas que si Tom Larifa te dit de t'asseoir par terre, tu le feras, pas du tout. Mais là, c'était, tu vois, j'ai aucun, j'allais dire, j'ai aucun, comment dire, pas reproche, mais j'ai aucun remords, c'est ça, à faire ça. C'est frérot. Je te connais pas, tu catches depuis 3 ans, personne te connaît, prends pas ma place dans le vestiaire. Dire parce que je suis gavé, parce qu'il fait chaud, parce que ça fait 3 jours que je catch, et parce que je suis Tom Larifa et j'ai la carrière que j'ai. Mais par contre, de notre côté, tu vois, si dans le même vestiaire, il y avait eu un mec comme Kovac, je l'aurais laissé ma place, tu vois. J'aurais fait attends, non, j'aurais dit, hey Michael, you wanna sit here? Et il me dit, s'il me dit oui ou non, je lui laisse ma place. Tu vois, c'est comme ça en fait le respect pour moi. C'est l'ancienneté et bien évidemment, surtout aussi, après, dans ce sens quand même, les accomplissements. Je dis pas forcément accomplissements de WWE, TNA, Impact, AEW, non, pas forcément ça. Mais tu vois, par exemple, ça aussi, ça me fait rêver. Alors ça, par contre, ces gars-là, gentiment, les amis, arrêtez, calmez-vous, vous êtes des blagues vivantes. Les mecs qui disent, oh oui, je catch depuis 20 ans. Ouais, mais frérot, tu catches au même endroit et t'as un match tous les 6 mois. T'es pas un catcheur, t'es un gars qui joue au catch. Un catcheur, c'est un mec qui catch minimum toutes les semaines. Minimum, une fois par semaine, comme moi, encore actuellement, et encore, je catch pas plus parce que je démarche pas. Je suis pas là à envoyer des CV à droite à gauche dans l'Europe. Non, moi ça me suffit pour l'instant. Un match un match par semaine, c'est parfait, tu vois. C'est nickel, tu vois, le corps récupère bien, je peux aller à la muscu, je peux devenir grosse taupe, oui, oui, et allez liker ma photo sur Instagram, et voilà, tu vois. Donc en fait le truc, je te redis, ta question elle est excellente, mais je pourrais passer une demi-heure dessus en reprendre point par point. Parce que pareil, après tu me dis le truc, ouais, si Orton devient pote avec un jobber, non, parce que j'allais dire, ça se fait plus actuellement, tu vois. Et peut-être à une époque, si certains dans le vestiaire aimaient s'amuser avec d'autres jeunes garçons et que ces garçons devenaient les petits amis de la personne en question, peut-être il aurait eu plus de passes droit qu'autre chose. Mais dans un vestiaire proprement fait, notamment, je crois que j'ai une question comme ça, j'ai fait une copie d'écran avec le tribunal des catcheurs. Mais je la prendrai celle-là aussi une fois qu'on en parle. Mais dans un vestiaire proprement fait, le passe droit du jobber qui choupe la star, qui aime se faire chouper par des petits jeunes. Je parle bien sûr dans des vestiaires américains où il y a plein de rumeurs où ça s'est passé à une certaine époque. Mais c'est pas encore sorti. Et dans un vestiaire proprement fait, il y aurait eu quand même le vétéran du vestiaire, un mec comme Undertaker ou Hogan. Je pense qu'Hogan, il était leader du vestiaire à ce niveau. Non, André. Enfin, voilà. Il y aurait un mec qui aurait fait stop. Là, on arrête les bêtises. T'arrêtes ça. Lui, il dégage du vestiaire, il a rien à foutre là. Ou alors, en tout cas, il pose pas son sac sur le banc, alors que t'as Bret Hart qui est assis sur une chaise. Tu vois le truc? C'est ça, en fait, le truc.
C'est parce que, en fait, très tôt, nous, dans le business, et je terminerai là, quand j'étais allé chez Lens, premier jour, Lens nous fait direct ce speech, là, sur le respect dans le business. Il nous fait direct ce speech du respect dans le business. Pourquoi? Parce que dans la session où j'étais, en septembre 2006, il devait y avoir Dallas Hart, le fils aîné, je crois, de Bret Hart, qui était venu qu'une seule fois, une fois ou deux d'ailleurs. D'ailleurs, je me souviens, il m'avait fait un backslide et j'étais tombé sur la nuque, ça avait craqué, ça m'avait fait mal. J'avais eu mal pendant 2 jours, le cou bien tendu. Mais bon, et donc tout ça pour dire, donc comme il nous disait, vu que Dallas Hart est censé être dans cette session d'entraînement, il y a de très fortes chances que Bret Hart, son père, vienne assister à certains entraînements. Si c'est le cas, quand Bret est là, s'il vient, je veux que tout le monde se lève quand il rentre dans la salle et que personne ne s'assoit tant que Bret n'a pas choisi sa chaise. Et là, une fois qu'il a choisi sa chaise et qu'on est sûr que c'est bon, là, vous pouvez vous asseoir. Et si quelqu'un n'a pas de chaise, bah écoutez, posez votre sac par terre, débrouillez-vous. Voilà. Et ça, en fait, et il dit, ça c'est pareil dans le vestiaire. Dans le vestiaire, si vous êtes nouveau dans le vestiaire, ne vous asseyez pas. Attendez que tous les catcheurs réguliers du show soient assis et là, vous allez vous asseoir. Et vous voyez les gars, c'est pour ça que je vous dis, allez voir des connaisseurs, allez voir des experts, allez voir des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que je suis allé m'entraîner avec Lance Storm. Lance Storm qui a une carrière magnifique. Alors oui, c'est peut-être pas le plus grand catcheur de tous les temps. Enfin, dans le ring, il était excellent, mais c'est pas un champion du monde, 16 fois champion du monde, d'accord? Mais en attendant, c'est un mec qui est respecté par tout le monde dans le business. Et ce mec m'a donné des bases de ouf pour le business, et ça dès le premier jour. Dès le premier jour, il a inculqué en moi les valeurs de respect du business que énormément de gens n'ont pas dans le business, notamment en France. Et c'est pour ça que moi, des fois, ça m'arrive dans des vestiaires, et je vais peut-être le faire prochainement, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui se racontent sur les réseaux là, ces derniers jours, et des grosses conneries. Et peut-être un jour, je vais prendre ma place de leader du locker room, et je vais avoir un petit speech dans certaines fédés. Oh oui, je pense que ça va se faire. Et là, croyez-moi, il y en a, ils vont chialer. Parce qu'il y en a, ils n'ont rien à foutre dans le business. Et ça, je leur dirai en face en les regardant dans les yeux. Oh oui. Les amis, si vous n'avez rien à foutre dans le business, Tom Larufa vous le dira. Oh oui. Tout ça pour dire, mes amis, terminons sur une bonne note. Bon, allez, merci à tous. Franchement, on continue, on va de l'avant. Prochaine review, SmackDown. Bash in Berlin. Je sais pas si je vais faire collision, je pense sincèrement pas, je vais pas avoir le temps. Mais en tout cas, SmackDown et Bash in Berlin, oh oui, ça va être une grosse fin de semaine. Il y aura le vlog sur Bruno Sammartino qui sera sûrement publié, je pense, la semaine prochaine. Il y a encore une autre vidéo de commentaires de Guillaume Lepers, Franchising Beast et moi pour ICWA Révolution 14 pour le TPW Premium qui arrivera alors peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. La première, #Taylor Stories, pareil. Là, je vous dis, je bosse dessus. Je veux qu'elle soit parfaite. Alors, dans un monde parfait, elle sort le 11 septembre 2024, dans un monde parfait. Je vais essayer de tout faire pour que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, mes amis, je vous expliquerai tout du comment, du pourquoi. Et bien, pourquoi je veux qu'elle sorte ce jour-là, et aussi pourquoi elle n'est pas sortie ce jour-là. Je suis honnête, je suis transparent, contrairement à ces lunettes qui empêchent de voir où je regarde. Oh oui. Mais en tout cas, merci à vous les amis. Lâchez des commentaires, mettez la cloche, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. Faisons monter les compteurs parce qu'au moins, si on arrive loin, vous pourrez dire ceux qui étaient là aujourd'hui dans cette review et qui sont là depuis 1 mois avec moi. Tom, on était là avec toi depuis le début et ça, croyez-moi, je vous promets, je l'oublierai jamais. Oh oui, parce qu'on a tous ici le bel esprit. Oh.